Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Studio Montazami, ex-Inédit Architecture. Bonjour Horace Montazami. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi, vous représentez votre agence aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter plus en détail votre agence, justement, située à Paris, 50 rue Rémy du Moncel, dans le 14e arrondissement? Alors c'est une agence qui s'est développée depuis 2009, tout d'abord sous une entité qui était Inédit Architecture, autour plutôt de l'univers Inside Architecture, Architecture Edition. On était jeunes, on avait envie d'aller au-delà de notre métier et de pouvoir penser cette structure comme un think tank. Ensuite, c'est vrai que les choses et les études de l'atelier ont très vite fait avancer l'agence vers une agence plutôt classique. Et l'esperduette de Inédit a disparu, Inédit Architecture. Et finalement, très récemment, depuis que je me suis séparé de mes associés et j'ai récupéré mon indépendance au sein de la structure, une transformation, une évolution vers cette nouvelle identité Studio Montazami. Voilà. D'accord, donc en fait, vous travaillez pour vous sans associé maintenant? Aujourd'hui, je suis seul. Oui, aujourd'hui, vous êtes seul. Oui. Alors, vous avez de très gros projets en ce moment. Vous avez partagé la responsabilité sur ces projets? Alors sur le projet qui nous a vraiment mis en lumière, c'est celui de Réinventer Paris 2. Oui, dont on va parler. Exactement. Et c'est vrai que je suis l'heureux bénéficiaire de ce processus qui devait mettre au premier plan des architectes qui étaient moins en vue, qui étaient un peu discrets ou qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à la commande publique. Voilà, on a eu beaucoup de difficultés. Les années ont été difficiles avant Réinventer Paris et je suis donc l'heureux gagnant de ce projet qui nous a vraiment fait évoluer l'agence depuis 2017. D'accord. Alors revenons à vous. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? Alors c'est drôle parce que cette question, on me l'a posée il y a 2 jours, mon fils de 5 ans, qui cherche son métier. Et c'est drôle que vous me la posiez aujourd'hui parce que voilà, j'ai fait l'exercice avec lui et je me suis rappelé comment, exactement à son âge, 5-6 ans, j'ai accompagné mon père sur le chantier de notre maison. Alors je suis né en Iran. Où en Iran? Je suis né à Mashhad, dans le nord de l'Iran. Juste avant la Révolution. On est venu en France dans un premier temps quand j'avais 3 ans, reparti et puis revenu définitivement à l'âge de 9 ans. Mais c'est dans cet intervalle où j'ai quand même vécu dans ce pays, où j'ai découvert l'architecture et j'avais ce côté un peu magique de l'architecte depuis sa planche à dessin jusqu'à la construction. Il était pour moi quelqu'un hors norme, donc il arrivait avec cet outil qui était ce rotring, que malheureusement on n'utilise plus aujourd'hui, à transformer. Donc voilà, l'idée est née ce jour-là, même si elle a évolué. Donc je n'ai pas eu d'autre envie, d'autre métier que l'architecture à partir de cet instant. Donc à 5 ans? À 5 ans, c'était toujours architecte. Et alors, vous pensez avoir transmis le virus à votre fils? Non, là c'est trop tôt, mais c'est vrai que j'avais aucune connaissance de cet univers. En toute franchise, c'est que je n'avais pas d'architecte autour de moi, donc c'était un rapport très simple à l'architecture. Et donc j'ai dû apprendre, moi, à découvrir cet univers plus tard, à l'âge universitaire. Voilà. Mes 2 parents sont iraniens, même si je suis de culture française, parce que j'ai évolué ici. Aujourd'hui, j'ai grandi ici, mais il y a des choses qui remontent. C'est quand même un univers, un urbanisme, une architecture particulière. Et aujourd'hui, je commence à me poser les questions de certains attraits vers certaines architectures de postmodernisme et de l'architecture brutaliste des années 50-60 qui était très présente en Iran, qui aujourd'hui me touche. Je suis attiré aussi par certaines architectures
plutôt germanique, suisse. Et c'est parce Ouais, que c'est j'étais un marrant. peu baigné. Et Ouais. mon inconscient, je pense aujourd'hui, travaille dans mon architecture. Donc, c'est quand on parlait de la collaboration avec Baumschlager et Burley, Ouais. j'apprécie cette architecture. Et je pense qu'il y a quand même un inconscient qui joue, même si je dis que voilà, j'ai évolué dans un univers qui était voilà, de cette architecture postmoderniste de l'Iran des années 50, 60, 70. Oui. Donc, vous arrivez à Paris avec vos parents Oui. à l'âge de 9 ans, c'est ça? Oui. Alors, à partir de ce moment-là, quelle est votre vie et comment vous avez réussi à construire ce parcours et vous orienter, et quelle école, etc. Alors au départ, j'étais parisien, ensuite francilien dans Saint-Maur-des-Fossés. J'ai fait toute ma scolarité dans le 94. Et donc, pour moi, l'architecture, c'était d'abord un métier de science. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des études scientifiques et j'ai été, c'est vrai, un peu déçu à l'arrivée à Paris-Villemain. J'ai commencé à l'école Paris-Villemain quand c'était UP1 à l'époque, mon premier cycle DEFA. Et j'étais assez déçu de ne pas voir tant de sciences que ça, tant de mathématiques, tant de physique. C'était un choc. Aujourd'hui, avec le recul, je m'attendais à rien. Je suis arrivé en architecture parce que c'était ces souvenirs de cet enfant de 5 ans. Comme beaucoup, d'ailleurs, on est certains. Donc, on est aussi confronté à ceux qui connaissent déjà cet univers d'architecture, qui ont des parents architectes ou qui viennent avec des Beaucoup. convictions. Voilà, exactement. Et moi, c'est vrai que j'ai été un peu perdu dans ce premier cycle. Il y a eu l'année de réforme à la fin des années 90, 99, 2000. Et c'est là où... je me rappelle avoir raté un UV d'histoire de l'art, Monsieur Bottineau, certains le connaîtront. Écoute, ne m'aimait pas vraiment. Donc c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvé 1 an à devoir refaire un UV d'histoire de l'art. Et cette année-là, j'ai travaillé. J'ai travaillé en agence. Donc ça a été vraiment une expérience qui m'a permis aussi d'apprendre le métier très tôt. Donc j'ai été au contact Vous étiez des dans études. quelle agence? J'étais dans une agence parisienne, une petite agence, c'était en 2e année. Donc il s'appelait Laurent Meyer. Il construisait pas mal d'immeubles de bureaux. Bon, voilà. Et ensuite, et puis d'autres agences. Et puis j'ai fait des stages. Je suis passé à JN et autres. Donc c'était des stages et du travail pour occuper le temps de ce vide qu'a créé cette année juste à étudier une seule matière. Finalement, c'était l'UV de l'histoire de l'art et ce qui allait avec. Et ensuite, donc la réforme. Et la réforme ayant fait que j'ai perdu 1 année par rapport à mes copains d'école, j'ai changé d'école et j'ai rejoint l'école spéciale d'architecture dans laquelle l'architecture était toujours sur le cycle de 5 ans. Je voulais aller vite et c'était vraiment un drame. Alors, peut-être des étudiants nous écouter, mais donc finalement, c'est aussi des choses qui construisent les personnes. Donc, ça a Bien été sûr. vraiment une étape importante pour moi. Et c'est là où j'ai rejoint une école qui, à l'époque, c'était l'âge phare de l'école spéciale d'architecture. On passait de Pourcent-Parc à la présidence de Dildec. Donc, ouais. Et puis là, j'ai découvert tout un autre univers, beaucoup de moyens, des profs comme Combarel, Marc Coulthorpe, qui était un vrai penseur de l'architecture. Et c'était l'époque d'Archilab. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Archilab. Bien sûr. Et moi, j'ai plongé dans Archilab tête baissée. J'ai été vraiment bercé par cet univers-là, de cette architecture. Et ça a été une très belle période pour moi dans ces études, jusqu'à la fin de mes études. Et grâce à l'école spéciale, qui avait des connexions avec les études américaines, entre autres, j'ai fait un semestre d'études à Milwaukee, Super. et dans une école d'urbanisme et d'architecture. Et j'ai prolongé un peu le séjour là-bas et j'ai un peu pratiqué. Je suis resté finir ce cycle d'urbanisme et je suis revenu à Paris. Et donc, j'ai commencé au début des années 2000 à travailler comme architecte. Mais j'ai toujours, pendant mes études, continué à travailler en parallèle. J'étais dans des agences. Je travaillais chez Valérie Vaudou. C'est marrant, ça me revient. C'était des petites missions. Donc, je travaillais à droite et à gauche. Je n'ai pas cessé de travailler toutes ces années en parallèle de mes études. Quand finalement avez-vous commencé réellement votre activité d'architecte? Comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir commencé dès la 2e année parce que j'ai toujours été en agence. À l'école spéciale d'architecture, j'ai dirigé la junior entreprise de l'école, donc qui recevait les offres d'annonces que je me gardais aujourd'hui, je peux le dire, un peu pour moi dès qu'il y avait une mission intéressante. Et ça m'a permis aussi d'être en contact avec beaucoup d'agences et de savoir les études et les projets sur lesquels on travaillait. Donc j'ai commencé à travailler dès l'année 2002 à plein temps dans les agences. Et c'est vrai que c'est par ce biais-là que j'ai rencontré aussi un architecte qui a marqué un peu ma carrière, chez qui j'ai passé quelques années et que je côtoie toujours aujourd'hui, qui est Philippe Chiambaretta, qui a monté son agence et on était 3 au départ. Quand je suis parti, on était une vingtaine. Aujourd'hui, vous savez où il est aujourd'hui. Et je pense que c'était des années de recherche qui étaient extraordinaires pour moi. Un jeune architecte se retrouvait dans cet univers
où on avait des projets en collaboration avec des artistes. Avec Orlon, on a créé la pièce lumineuse exposée au Palais de Tokyo, la façade du Centre Art Contemporain de Tours. Des projets qui étaient vraiment à la limite de l'art et de l'architecture et de recherche qui aujourd'hui me reviennent. Et ces collaborations avec des artistes me donnent envie et j'en dois beaucoup à Philippe. Et ensuite, bien sûr, on avait des projets plus conventionnels d'immobilier de bureau, de restructuration lourde, mais qui m'ont construit, à cette époque. Votre agence, ça représente un effectif de combien de personnes actuellement ? On est une quinzaine de personnes, on varie, par rapport à nos derniers projets, on va devoir recruter aussi. Alors, c'est pas mon ambition n'était pas d'avoir une agence, c'est le hasard de la vie, un concours gagné. C'était quel concours ? C'était bien avant, j'ai travaillé dans une agence qui s'appelait 3 bis, on avait travaillé sur un concours d'hôtel Kempinski au Qatar, à Doha. Donc par ce biais-là, j'ai découvert cette région. Bon, vous allez me dire, c'est pas loin de chez moi. Et j'ai répondu à des concours sur les Émirats et on a gagné en 2007 un concours d'immeubles résidentiels à Dubaï. Et j'ai eu 2 années extraordinaires où on avait énormément de projets. Et donc j'ai connu, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de cette crise sanitaire, j'ai pris de plein fouet sur un an, on avait une dizaine de projets, et l'arrêt de tous les projets sur l'année qui ont suivi. Et donc retour à Paris, devoir retourner travailler, mettre son orgueil de côté avec ou pour les agences chez qui j'avais travaillé sur les sujets, et puis reconstruire, ça a été... Mais il y a quelque chose qui est sorti, qui a été construit à Dubaï non, oui, il y en a 2, mais le problème, c'est aussi comprendre comment fonctionne cet univers de construction et de promotion, c'est que les projets partent de main en main. Sur les 10 projets, 2 étaient posés, une est construite, mais qui n'a rien à voir avec notre écriture d'architecturale de base. Donc, j'en ai... Voilà, c'est une expérience, mais au moins, je l'aurais fait. Je ne l'aurais pas. Parce que c'est un process très différent. Donc voilà, mais ça reste quand même une belle expérience de projet d'envergure, parce que c'était des immeubles de 14 étages à 50 étages pour le plus grand, des G+15, comme ils disent. Et tout s'est arrêté avec les subprimes, et un an après, Dubaï est rentré dans la crise et les promoteurs ont vraiment quitté la place. C'est vrai. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à votre sortie de l'école ? Ce que j'imaginais, ce que je voulais, c'était de travailler sur des beaux projets, des grands projets. Je vous disais, je n'avais pas d'ambition d'avoir mon agence. Et c'est vraiment le hasard de la vie qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Oui, je peux dire que oui, parce que je le fais. Aujourd'hui, je le fais seul. Plus finalement que vous auriez pu l'imaginer ? Je ne me rappelle pas avoir une ambition d'être un grand architecte. Et c'est pour ça, je pense que ça en fait aussi ma différence. On a beaucoup d'architectes ont des ambitions, souhaitent. Alors le fameux ego. Oui, alors tout le monde, oui. Les gens qui me connaissent pensent que cet ego n'existe que très peu chez moi, ou il n'existe pas du tout. Je fais mon métier parce que c'est un métier d'équipe. On n'est pas seul. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'une équipe extraordinaire qui est fidèle, qui est là depuis des années. Certains depuis le début, ce qui est assez rare dans les autres études d'architecture. Il y a vraiment ce turnover des agences, vous savez, où les archis ne restent pas. Et on a créé une sorte de sensation, on est une vraie équipe, une vraie famille. On est passé par des moments difficiles, on a gagné les concours ensemble. Et donc, je pense que oui. Ça soude. Ça soude. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal et je ne voulais pas que l'agence porte mon nom dès le départ. Je n'arrivais pas à accepter ce passif, je ne sais pas, mon nom, etc. Donc, c'est très récent, mais c'est pour finalement... c'est aussi par la rencontre avec une personne... Alain Solniki, pour le nommer, qui nous a accompagnés sur la Cité universelle et qui m'a fait passer ce cap d'accepter ou de dire qu'il faut... Voilà, tu as des choses à dire, il faut l'assumer. Oui. Donc, il m'a aidé à passer ce cap. Merci. Ouais, finalement, c'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Oui, non, pour moi, je vous dis, tout ce qui est important, tout ce qui m'apporte, c'est participer à des projets. Et voilà, nous sommes architectes, mais on travaille avec des promoteurs. Et ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, ici, je peux dire que j'y suis arrivé aujourd'hui, c'est que sur les grands projets, même si j'ai travaillé avec des gens extraordinaires sur les projets de taille plus réduite, on travaille vraiment avec des personnes d'un niveau professionnel autre.
Et cette émulsion, ces échanges, pour moi, sont extraordinaires. Donc je vis vraiment un moment c'est intense, exactement. Ouais. Alors on a parlé de vous, de l'humain. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ? Est-ce le projet de la fameuse école 42 de Xavier Niel qui vous a rendu visible, vous a fait décoller ? Comment avez-vous décroché cette commande ? Quel est le parti du bâtiment ? Et l'année 2013 marque-t-elle le début de l'aventure avec un grand A, avec l'école 42 et Multi-Home Experience aussi ? Oui, exactement. Notre vrai projet visible, c'est bien l'école 42. Alors, pour Xavier Niel et le groupe Iliad, nous avions déjà réalisé un data center à Vitry. C'est comme ça que nous avons appris à les connaître, à connaître surtout l'équipe d'Online qui était notre maîtrise d'ouvrage. On les a connus comment ? On avait besoin de sujets alimentaires, on va dire. On a accepté des sujets d'architecture très simples, des permis pour déposer des antennes pour la télécommunication, des choses. Donc c'est par ce biais-là qu'on est rentré en contact d'abord avec les sous-traitants du groupe Iliad, puis avec les décideurs, jusqu'au projet de Xavier Niel. Et ce jour-là, on s'est présenté en étant vraiment convaincu qu'il fallait réécrire aussi la façon de penser l'univers autour des études d'informatique, parce que c'est des personnes et des personnalités très différentes finalement aussi. Complètement. Et donc ça a été extraordinaire avec les équipes de l'équipe 42 de développer ces piscines, cet univers, cette école ouverte 24 heures sur 24. Pour nous, ça a été là aussi un projet extraordinaire et qui a démarré 2 années avant. Et le challenge, c'était aussi de délivrer un projet très rapidement parce que il y avait l'imminence de l'ouverture et des inscriptions. Donc c'était une restructuration lourde finalement et une construction partielle du bâtiment. Et donc c'est vrai que le choix de l'architecture textile a été un choix évident pour nous pour donner une identité forte à un bâtiment et le séquencer. Et donc c'est vrai, vous avez raison, c'est un premier bâtiment qui nous a donné une visibilité et qui nous a permis d'aller un peu plus loin. Ensuite, je reviens c'est vrai que c'est ce projet que j'aime bien, Multi-Home Experience. Je suis un architecte qui aime dessiner l'habitat, mais qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Je trouve que pour un architecte, c'est toujours extraordinaire de se projeter dans la vie. Sur les plans, c'est un plaisir exquis d'écrire l'habitat. Et donc, ça a été une expérience. Vous vous rappelez l'État lançait les maisons à 100 000 euros, et donc c'était la maison à 1 000 euros le mètre carré, avec un promoteur, une construction en bois, mixte béton et bois, mais qui restait juste de l'ordre de l'expérience, mais qui est réalisée, mais que j'aimerais bien renouveler à plus grande échelle. Et donc on l'a continué par réinventer Paris 1 à plus grande échelle sur le M5A2, mais qui n'a pas donné suite. On n'a pas eu d'investisseurs sur le sujet, donc on n'a pas été retenu, mais l'habitat... le résidentiel, en tout cas, m'intéresse et je pense que ça sera la prochaine étape de mon exercice. Alors, c'est une question un petit peu en dehors de votre propre pratique, mais qui va nous y ramener. Tous les architectes que je rencontre me disent, mais la surface des logements, c'est très contraignant. Et il faudrait agrandir, retrouver, en tout cas, une surface suffisamment généreuse à proposer à la population. Est-ce que vous avez une idée d'une nouvelle porte d'entrée, de comment on pourrait bousculer parce que les promoteurs, ils ont leur ratio. Enfin, voilà. Donc, justement, cette question est plutôt entre les mains des promoteurs et nous pouvons être aussi acteurs de ce type de décision. Il y a un vrai besoin. Vous avez raison, il y a un besoin en termes d'espace. Mais l'économie, jusqu'à aujourd'hui, tend plutôt vers une diminution, une optimisation des espaces et des surfaces parce que la demande est telle qu'en toute franchise, tout se vend. Donc, et c'est vrai que peu d'architectes de talent ou de grandes agences se développent dans cet univers de l'habitat et de l'architecture résidentielle parce qu'elle est tenue par des promoteurs qui n'ont pas besoin d'une écriture architecturale particulière. Tout se vend. Ouais. Donc, il y a des progrès quand même depuis quelques temps. Par contre, il y a des progrès, il y a aussi les collectivités, il y a les politiques qui ont ce rôle à jouer pour imposer une nouvelle écriture. Par rapport on a répondu à des sujets d'habitat, à Mérignac récemment, toujours avec l'agence Montplaisir-Burley. Oui, bien sûr qu'il y a des projets, et donc dans ce sens, il faut répondre.
Mais la volonté, elle est d'abord, la décision doit être d'abord politique, je pense, et ensuite pousser les architectes, et nous sommes tous prêts à y répondre. Et de plus en plus de promoteurs aujourd'hui commencent à nous solliciter sur ce domaine. Et je pense que oui, il y a vraiment Il y a matière à faire des choses. Oui. On va revenir à une autre échelle de projet. Pouvez-vous nous parler de votre projet Tir aux pigeons, réalisé en 2015 ? Je l'ai eu sous les yeux, donc ce projet, je le trouve intéressant. Son titre est énigmatique. On a l'impression un peu de rentrer dans un roman. Exactement. Alors, racontez-nous. Non, moi aussi, je l'aime. C'est un petit projet, mais qui a une histoire. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai fait passer. C'est l'histoire des concessions de la ville de Paris, d'une concession qui est détenue par la Fédération française de tennis et via sa filiale parisienne. Nous, on a travaillé sur une restructuration d'un bâtiment existant. Et au droit de ce bâtiment existait un pavillon qui était destiné au tir aux pigeons, donc d'où le nom qu'on a conservé et gardé sur ce bâtiment. Ensuite, on est dans le bois de Boulogne, juste après la construction de la fondation Vuitton. Et là, c'était aussi vous dire qu'un projet qui paraît si petit, si simple, a duré cette réflexion, les échanges avec la ville, avec les architectes des bâtiments de France ont duré plus de 3 ans pour pouvoir aboutir à un projet même de taille réduite. Et donc on devait convaincre les uns et les autres que cette construction n'allait pas dénaturer le site, ce site du bois de Boulogne. Et ça a été aussi encore un challenge de réaliser ensuite ce projet dans un temps record, 5 mois. Nous avons gardé la structure métallique du bâtiment et nous avons recréé finalement ces gaufres qui rappellent l'écriture du pavillon qui était déjà en place, avec en le mettant aux normes actuelles pour un bâtiment qui est à destination d'équipements sportifs, salles d'événementiel, dans un volume très intéressant et toujours posé au milieu de la nature. C'est vrai que c'était aussi un vrai privilège de pouvoir poser un objet dans un jardin aussi immense qu'il puisse être le bois de Boulogne. Voilà. Ouais. Et les façades, c'est du béton ? C'est du bois. Ah oui, parce que c'est du bois ceinturé de métal pour qu'elle puisse tenir. Donc c'est vraiment ces séquences de bois et de béton qui nous ont permis de laisser une trace et convaincre nos interlocuteurs, surtout l'architecte des bâtiments de France, qu'on n'effaçait pas le passé et qu'on construisait de manière pérenne et plus actuelle, mais qu'en gardant quand même une image et un lien avec le passé. Il est très réussi. J'invite tout le monde à aller au bois de Boulogne pour aller voir ce projet Tir aux pigeons. Alors, dans les années 2010, vous aviez, semble-t-il, des projets comptant des milliers de mètres carrés. Dans la nouvelle décennie que nous abordons, il semble que vous soyez passé à des dizaines de milliers de mètres carrés. Alors, comment s'est opérée cette progression, sachant qu'aujourd'hui, et souvent, l'équipe de conception comporte majoritairement plusieurs architectes ? Par le biais de Réinventer Paris 2, c'est vrai que la taille du projet de Réinventer Paris 2, de ce bâtiment de 38 000 m², dont 30 000 m² SDP, parce qu'il y a une partie qui est vraiment enterrée. Là, vous parlez de la cité universelle. De la cité universelle, oui. Et ensuite, c'est vrai qu'en parallèle, on avait d'autres projets, d'autres études. Mais c'est vrai que je pense que ça a rassuré aussi certains interlocuteurs sur notre capacité à pouvoir répondre à ce type de programme, à ces tailles de projets. Et comment, je dirais que ça s'est fait très naturellement, parce que finalement, j'étais quand même déjà par mes pratiques passées dans certaines agences, dont PC Stream, au contact de grands projets. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans un univers inconnu. Donc, il fallait se réorganiser. Donc, on s'est attaché les services de personnes ayant de l'expérience aujourd'hui à l'agence. Et ensuite, les autres projets sont venus naturellement. Donc, il y a eu cet attrait ou ce point de curiosité des autres promoteurs et investisseurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi pour nous à l'agence une autre façon de travailler. C'est qu'on travaille par exemple sur plusieurs projets en direct avec l'investisseur qui vient maintenant directement voir l'architecte. Il y a un dialogue qui est très fluide. Que je découvre aussi, très intéressant, c'est très bien ça avec les promoteurs. Mais là, c'est un autre plaisir parce qu'on a une écoute qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait confiance. La confiance donnée à l'architecte est énorme de la part de l'investisseur. Vous me dites si je me trompe. Oui. Un investisseur, il est créatif, il est obligé d'être agile. Et je pense que l'architecte doit aussi aujourd'hui avoir cette agilité. Alors que le promoteur, il est tenu à des résultats. Du coup, peut-être qu'il rentre plus facilement dans des réflexes ou dans une attitude un peu plus dogmatique.
Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Si, certainement. C'est si récent que je n'ai pas pu prendre le recul que... C'est vrai que cette agilité est aussi... c'est mon esprit. Je pense que j'aime aller vite, j'aime dialoguer avec les décideurs. Et c'est vrai que l'investisseur qui veut ce projet et dialogue directement lui aussi avec l'architecte, il y a vraiment une relation de maîtrise d'ouvrage et architecte qui est très constructif et c'est intéressant. Et en parallèle avec d'autres promoteurs comme G1 ou très récemment Nexity, on retrouve aussi cette façon de travailler qui est directe. Donc oui, les deux fonctionnent. C'est différent, mais c'est un vrai plaisir de travailler directement avec l'investisseur. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire les points forts architecturaux de la Cité universelle et peut-être aussi articuler un peu votre valeur ajoutée par rapport à celle de Baumschlager et Berle? Parce que je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu cette articulation entre les deux agences. On a travaillé comme une seule et même agence. Et je dois remercier Anne, que j'ai découvert, que je connaissais bien sûr, que j'admirais dans le travail et dans le travail de l'agence. Mais c'est le promoteur qui nous a... Alors, pour l'histoire du projet, c'est vrai que je cherchais à répondre à Réinventer Paris 2, absolument. J'avais raté la première case et je me suis dit que quand même c'est la dernière chance. Et donc, je cherchais un promoteur avec qui je pouvais avoir un discours constructif autour de l'architecture modulaire. C'est vrai que on avait commencé sur Réinventer Paris 1 à travailler sur l'architecture modulaire avec l'agence Tezuka, une agence japonaise avec qui on a déjà répondu sur plusieurs sujets. Et donc, Réinventer Paris 2 était l'occasion de trouver le promoteur idéal. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de G1, cette équipe de Toulouse, qui font de la construction modulaire. Et donc, au départ, c'était pas leur univers et je les sentais pas si intéressés. Au fur et à mesure, j'ai vu quand même un intérêt sur le sujet. On a rencontré une personne extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires, mais sans faire jaloux, Najwa Ardouni, qui était directrice de ce projet au départ et qui a pris à bras le corps le projet. Et donc, on a construit le projet ensemble. C'était extraordinaire pour un architecte d'être vraiment dans les premières phases, même de la programmation du projet. Et là, c'est vrai qu'on devait, je savais très bien ma position en tant qu'architecte, je ne pouvais pas prétendre à gagner un projet de cette envergure, alors que toute la place parisienne allait répondre à ce sujet. Et donc, il fallait que je sois associé, jeune architecte, à une agence qui avait pignon sur rue. Donc, j'ai proposé plusieurs agences, on les nomme aujourd'hui, et c'est Sébastien Maty et Frédéric Seldon de GA qui nous ont présenté un Anspecher en disant que non, on voudrait, si on y répond, ça sera avec Anne, on l'apprécie, et je pense que on vous connaît maintenant un peu, et vous allez vous entendre, et ils ont eu vraiment raison. Anne, c'était une très belle rencontre, et encore aujourd'hui, on continue à travailler sur d'autres sujets. J'ai eu beaucoup de bienveillance de la part de Hans Speicher, ce qui est rare dans ce métier. Alors, donc, dirige l'antenne française. Qui dirige brillamment l'antenne française et qui développe beaucoup de projets. Et ça a été totalement naturel. Avec Anne, il n'y a pas eu de mise au point ou d'organisation. On a fait... Le projet, je pense, par cette thématique, fédérait tellement les uns et les autres. Et Anne a mis cette dynamique dans le projet. Et donc, on a travaillé comme une seule agence. Donc, ça a été totalement naturel. Comme si d'ailleurs, les équipes ont été accueillies chez Baumschlager durant le concours. Et on a répondu ensemble, vraiment, co-concepteurs du projet. Formidable. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs quel est le programme, l'objet, en fait, de la Cité universelle ? Alors l'objet, tout est parti de la programmation, de comprendre qu'il y a un vrai manque aujourd'hui dans la ville, une place pour le handicap. C'était, au départ, le nom était d'abord la Cité de l'handicap, mais ensuite, pour plus d'universalité, c'est devenu la Cité universelle. Et la rencontre avec Riyad Salem, c'était aussi un sportif de haut niveau qui évolue dans cet univers, qui était un tronc extraordinaire. Il a ramené son punch et son énergie dans la compétition, et on a vraiment... donc toute l'équipe adhérait à son discours et le discours ensuite qu'a construit G1 autour de la programmation. Tout d'abord, le constat, c'est peu d'équipements sportifs dédiés. Donc un bâtiment qui va accueillir un équipement sportif dédié au handisport, qui va accueillir plus de 1000 places. Et ensuite, un constat simple, les équipes sportives qui viennent pour un événement sportif ne peuvent pas se loger parce que les hôtels ne disposent pas assez de chambres dédiées à l'handicap. Donc, simple, l'équipement, on a besoin d'un hôtel. Ensuite, pour porter le projet, le forum autour, la vie dans le socle pour rendre ce socle actif. Centre de santé dédié, là aussi, un vrai besoin.
sans aller dans le détail, c'est vrai qu'il n'y a pas de centre vraiment dédié dans cet univers. Donc aujourd'hui, que le privé puisse répondre à ces demandes, c'est extraordinaire. Et ensuite, c'est vrai, le bureau qui permet d'équilibrer le bilan financier de l'opération sur en partie que 17 000 m² de l'opération, mais le reste, mais le tout autour de ce concept, un espace qui est pensé, qui est dédié à l'handicap, où la personne qui souffre de n'importe quel type d'handicap peut se sentir aussi bien qu'une personne qui n'a pas d'handicap. Oui, tous les cheminements sont facilités, les accès. Alors c'est très compliqué parce qu'au départ, c'était un projet qui était pensé en phase concours, mais aujourd'hui, on continue à le travailler. On se rend compte qu'à chaque instant, on est aussi accompagné d'Andigo, qui est spécialisé dans ces thématiques. On peut imaginer l'espace, c'est pas simplement des rampes, mais on aime avoir des escaliers filés avec des rampes intégrées. Mais là, c'est plutôt les personnes malvoyantes qui vont se retrouver, perturbées. Oui. Donc, il faut répondre à tous les handicaps. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des personnes assimilent l'handicap simplement à des personnes en fauteuil roulant, alors que c'est que 4-5% de la population. Il y a beaucoup d'autres handicaps. Et les sourds. Exactement. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'intégrer tout type d'handicap. Et c'est beaucoup plus que simplement des rampes. Même s'il y a une belle rampe qui ceinture pour le symbolisme dans le bâtiment. Oui, on dirait un ruban. Ce ruban qui ramène ce dynamisme lié parce que l'ADN du projet à la base, c'est bien le sport et l'antisport qui est son cœur en plein milieu du bâtiment. Alors, ce bâtiment est situé porte de Pantin, si je ne m'abuse. Et donc, pour une surface de 38 000 m². C'est énorme. Moi, j'aime bien toujours rappeler, c'est 8 000 m² de plus que les 30 000. Bon, c'est simple, non, mais il y a une ville, il y a des équipements, il y a dans ce bâtiment, sur la partie enterrée, une pré-fourrière qui existait. D'ailleurs, on vient s'installer à la place de la pré-fourrière qui va être déportée dans les sous-sols de ce bâtiment qui intègre aussi des fonctions liées à l'équipement sportif, des niveaux de parking. Et ces espaces vont être aussi dédiés à être réversibles. C'est pour ça que j'aime bien rappeler ces surfaces parce que demain, la voiture, on connaît la place de la voiture dans la ville, donc on espère tous qu'elle va être amenée à disparaître ou à muter. Et donc ces espaces vont être réversibles dans des équipements sportifs qui vont pouvoir se prolonger dans les souterrains, donc d'où la thématique de réinventer Paris 2. Et on a voulu aussi, nous, par ce biais, associer ce projet qui n'est pas totalement souterrain, un habitat enterré autour d'une végétation quand même qu'on a réussi à un peu maintenir sur la périphérie. Qui est assez généreuse. Voilà. Ouais. Alors, je lis sur votre plaquette « Livraison 2024 ». Et la grande critique aujourd'hui qui est portée vis-à-vis des réinventés, c'est que les projets ne sont pas construits majoritairement. Et donc, visiblement, celui-là va sortir de terre. Ah oui, nous, en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas du tout mis en péril. Le projet prend du temps à l'étude. C'est un très gros projet. C'est un très gros projet. Nous sommes sur le point de déposer le permis de construire. Donc non, c'est un projet qui va se faire. Eh bien, bravo. Comment imaginez-vous le monde d'après ? Le monde d'après, j'imagine que vous faites référence à cette crise sanitaire que nous traversons. Alors moi, je suis très... Enfin bon, je vous laisse vous exprimer. Oui, mais c'est vrai que c'est la discussion aujourd'hui. On discute de ce monde d'après, de ces mondes d'après. C'est qu'une étape, une crise de plus, mais oui, qui a rebattu les cartes, c'est certain. Ouais. Et moi, je reste optimiste. Je reste optimiste parce que je trouve que les personnes autour de moi, dans ma profession, cherchent à faire mieux, à aller de l'avant, à construire mieux. Je préfère qu'on garde cette énergie, cette ambition, sans faire référence à une potentielle crise économique. Je trouve que finalement, on survit, on a cet instinct de survie, l'humain là. Donc je trouve qu'il y a plutôt une énergie positive autour de moi et peu de pessimisme. Et d'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a eu une première crise du printemps, on voit tous, malgré les annonces, le rapport des gens, c'est pas du tout les mêmes par rapport aux annonces. Donc je reste assez optimiste et peu pessimiste. C'est vrai qu'il y aura une crise, mais comme je vous disais, j'ai déjà traversé les subprimes en 2007-2008. Il y aura certainement une crise et on rebâtira, mais de mieux en mieux. En fait, il me semble que le secteur de la construction est quand même beaucoup moins violemment touché, du moins pour l'instant, que celui de la restauration. Alors, en effet, les programmes d'hôtels, là, trinquent. Oh oui, mais même l'immobilier de bureau, j'ai beaucoup d'optimisme, mais construire un immeuble en blanc, aujourd'hui, à partir de ce moment... Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est très bien. Parce que moi, la chance que j'ai eue, moi, dans mon exercice, c'est de travailler avec l'utilisateur. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'immeubles où je suis en relation directe
avec l'utilisateur et donc on construit pour l'utilisateur. Donc cette expérience utilisateur est très importante. Construire en blanc, ce qui se faisait de plus en plus pour un utilisateur qui n'est pas défini, qui n'est pas connu, c'était quand même un exercice pas si simple pour les promoteurs, mais bon, qu'ils y arrivaient. Donc je pense que c'est plutôt positif parce qu'il faut presque définir l'usage, même si on parle de mutation du bâtiment possible, réversibilité. Donc ça rebat les cartes dans les bons sens. On avait déjà commencé à engager tout ça. Ça doit, j'espère, pour tous, être l'occasion de le prononcer pour que nos immeubles soient plus durables, nos immeubles soient réversibles. On ne sait pas de quoi est fait demain, hein, et ça nous le prouve. Et donc, nous sommes, nous, architectes et les acteurs qui nous accompagnent, vraiment au cœur de ces discussions. On doit construire autrement et il est temps de mettre en place ce qui est déjà un peu engagé. Les permis réversibles, moi j'y crois vraiment. Les bâtiments mutants, oui, les mutants, mutables. Et puis on a fait ça aussi trop vite l'impasse sur notre passé. Je reparle de Baumschlager-Haberle, c'est vrai que la physique de la matière, on l'a oublié. L'inertie des bâtiments, on l'a oublié. On a créé des certifications pour compenser. Voilà, il y a eu des aberrations, il faut en être conscient. Il faut revenir, on a su construire de manière saine dans le passé. Aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de mesurer. On parle d'algorithme et cette notion est quasi inexistante dans notre bâtiment. Et aujourd'hui, il est temps d'intégrer la technologie au service de la connaissance de la matière pour délivrer des espaces qui sont, cette fois-ci, moi je prône une architecture sans climatisation, sans chauffage. C'est possible, on sait le faire aujourd'hui. Mais il y a des contraintes. Oui, vous n'aurez pas de grande baie ouverte sur une largeur et elle sera plus haute, moins large. Il faut se protéger. Donc, ces choses existent aujourd'hui. Elles sont plus expérimentales, ça existe. Il faut maintenant une vraie conviction des uns et des autres et aller en ce sens. Donc, je reste toujours dans cet optimisme autour de ce sujet. Je pense qu'on ne devrait pas oublier qu'il faut construire sainement. Et avec bon sens. Avec bon sens. Alors, ça va peut-être dans le sens de ma dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? D'ailleurs, peut-être que vous enseignez ? Non, mais c'est vrai que l'envie, mais là, récemment, j'ai vraiment envie de transmettre. Oui, c'est assez récent, mais pourquoi pas prochainement. Mais j'ai envie de partager avec une nouvelle génération mon exercice. Et puis, ce que je leur dirais, c'est d'être curieux. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas simple, vous le disiez au départ. On rentre en architecture comme on rentre en religion. Je le dis, je suis athée, mais je suis de religion architecte. Non, mais il faut un peu plus le démocratiser. Je trouve que le discours de l'architecture est trop élitiste. Moi, j'adore écouter mes confrères, j'adore parler d'architecture entre nous, mais je trouve qu'il faut démocratiser ce discours, il faut le simplifier et il faut vraiment parler aux usagers. On oublie qu'on construit la ville pour les autres et il faut vraiment ouvrir cette architecture à tous. Et je dirais donc aux étudiants d'aller s'exprimer en ville, ne pas rester dans ces écoles. Allez-y, faites des installations extérieures, parlez de ce métier, faites découvrir. Peu de gens connaissent notre métier. Finalement, de quoi il est fait. Il y a un fantasme autour de ce métier d'architecture. On doit démocratiser ce métier et je pense que c'est aux étudiants de faire cet exercice et de faire découvrir autour d'eux ce métier et par ce biais aussi apprendre ce que va être leur quotidien au-delà de leurs années d'études. Voilà. Oui. En tout cas, c'est ce que nous tentons de faire dans Comme d'Archi, d'ouvrir un peu le discours de l'architecte au grand public. C'est pour ça que je commence toujours par l'histoire et l'ancrage de cette très belle vocation et de ce très beau métier. Merci beaucoup, Horace. Peut-être un ultime mot de la fin ? L'ultime mot, c'est garder cet optimisme tous. C'est vrai qu'on passe... c'est une période compliquée, on va vivre autrement, les rapports humains changent un peu, évoluent, mais je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on doit être plus constructif, on doit réfléchir, puis innover, donc j'espère qu'on sera tous des acteurs de cette innovation, de cette mutation, de ces évolutions positives, et qu'on n'oubliera pas très vite, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, pour revenir à nos usages et nos exercices du passé. Voilà. Merci beaucoup, Horace Montazami, pour cette énergie assez hors norme que vous ramenez dans le studio. À très bientôt. On va parler de la Cité universelle en anglais pour notre numéro de mercredi. Merci et à très bientôt. Merci Anne-Charlotte. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.